Hi, Fabrice. Thanks for joining us on the light side of green. I thought, obviously, we know each other very well, but maybe you could Yes. start by telling us who you are and what you do. Bonjour, merci beaucoup Anton de me donner l'occasion de discuter avec toi. Nous avons régulièrement des discussions et je suis ravi que ça puisse être public. Donc je m'appelle Fabrice Bernard, je travaille au Conservatoire du Littoral, c'est une organisation publique française qui achète des terrains en France pour les protéger définitivement. Aujourd'hui, le Conservatoire protège plus de 13% du littoral français, en France, en Corse, en métropole et en Outre-mer. Voilà, moi je suis directeur de la coopération internationale, donc je travaille avec des pays qui en font la demande pour les aider à développer des politiques, des stratégies, des agences, des institutions, mais aussi surtout des projets concrets de conservation de leurs côtes, pour lutter contre l'érosion, les espèces exotiques envahissantes, mais aussi pour gérer sur le long terme des espaces côtiers et beaucoup des îles et des petites îles en Méditerranée, en Afrique et dans d'autres endroits de la planète. Okay, very good. Before you started working with the government and with the Conservatoire du Littoral, what did you do, and how did you arrive in this role? Avant, je faisais rien puisque j'ai commencé tout petit au Conservatoire du Littoral et j'ai commencé directement à m'occuper de la coopération internationale quand j'ai fini mes études. Avant, j'ai fait des études universitaires en France avec deux spécialités, la biologie, tout ce qui est biodiversité, et tout ce qui est aménagement du territoire, urbanisation. Et c'est le mélange des deux qui fait que aujourd'hui, je suis assez à l'aise pour aborder ces problèmes, même si ça reste des problèmes complexes. Le mélange des deux est intéressant d'avoir une approche de la géographie, des territoires et des enjeux en termes de biodiversité. Donc voilà, j'ai fait ma formation là-dessus. Tous mes stages que j'ai faits étaient sur le littoral. Et un jour, par hasard, un bailleur de fonds m'a proposé de travailler pour les aider à développer un projet que le Conservatoire du Littoral mettait en place avec 6 pays méditerranéens pour la conservation des zones humides et des zones côtières en Méditerranée. Donc, you said par hasard, by chance, you met this person. Was conservation and conservation work always your dream? Non, non, non. J'étais intéressé pour travailler avec les êtres humains au départ. Je voulais faire des études de médecine. J'étais intéressé pour travailler après avec les enjeux humains sur les territoires, pas forcément les territoires naturels. Je suis pas naturaliste au départ. Je suis pas un spécialiste des oiseaux, un spécialiste des lézards, etc. Et non, pas non plus un spécialiste du littoral, puisque je suis originaire d'une région en France où on fait plutôt du ski. Mon père était moniteur de ski, j'ai été moniteur de ski. Donc voilà, rien ne me prédisposait à travailler sur la conservation du littoral. Donc c'est le hasard qui m'a amené vers ici et j'en suis très heureux. C'est extrêmement intéressant et il y a des challenges énormes. And so, how long now have you been in this role? Ça fait très longtemps. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je travaille pour la conservation des espaces côtiers. Et j'ai commencé avec le Conservatoire du Littoral en Méditerranée. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans uniquement avec les 22 pays méditerranéens, c'est déjà bien. Et puis maintenant un peu partout sur la planète. Mais voilà, ça fait 30 ans. And I think, from my perspective, that's why I wanted to have a conversation with you, because you've had a long experience in the public sector. And I think it would be very interesting to understand some of the things that maybe have changed, some of the challenges in this sector. But before we talk about that, how would you describe your main impact in conservation? My personal impact on conservation. Yeah.
I'm just a small brick in a big, huge wall. Voilà. Il faut être très humble dans notre métier. Il y a beaucoup de gens qui se sentent très fiers d'avoir réussi plein de choses et en fait, ils sont juste là souvent au bon moment, au bon endroit. Donc oui, évidemment que j'espère avoir eu un impact et que cet impact va durer. Mais en fait, c'est beaucoup lié à un contexte mondial qui a évolué, beaucoup lié à des contextes nationaux d'obligation, voilà, nationales, et d'avoir accompagné cette dynamique mondiale pour la meilleure conservation avec des hauts, des bas. Voilà. Mais l'impact que je pense avoir eu, c'est surtout d'avoir été persévérant et de travailler sur des zones où je suis allé très souvent, pendant très longtemps, et au-delà d'une limite fixée par un projet. Un projet démarre un jour, ça finit un autre jour. Moi, le point de départ, ça a toujours été de dire on travaille avec un territoire pour l'aider à évoluer dans le temps. Je prends l'exemple de la Tunisie. Je suis allé 79 fois en mission en Tunisie au cours de ma carrière et je vais continuer à y aller. Et on a accompagné la création d'une agence littorale là-bas qui s'appelle l'APAL, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Et au début, c'était une agence qui travaillait sur plein de sujets et un peu sur la conservation. Et dès le début, on a commencé à aider, à trouver des financements pour que eux-mêmes développent leurs compétences, leur savoir-faire, non pas de manière conceptuelle, mais de manière très concrète, vraiment réelle sur le terrain. Et donc avec ces financements, le coaching qu'on a apporté, et puis la persévérance, de même quand ça marchait pas, il fallait continuer, on y retournait, on aidait à nouveau, on faisait construire un nouveau projet, des nouvelles actions, et petit à petit, voilà. Donc c'est cette persévérance qui aujourd'hui, je pense, a eu de l'impact. Le premier projet qu'on a aidé à monter et qui a été mis en œuvre par les Tunisiens, il faut rester humble là-dessus, la coopération, c'est les acteurs locaux qui font. Nous, on est là pour aider, pour accompagner, pour appuyer, et c'est eux qui font, ou qui ne font pas. Et ce premier projet a permis de protéger un peu plus de 10% du littoral tunisien. Et c'est des sites qui sont aujourd'hui encore protégés, alors que c'était avant l'an 2000. Donc, il s'est passé des choses. Et donc, voilà, un impact sur ce pays, c'est ça. Il y a eu d'autres impacts sur d'autres sites positifs globalement. Mais je pense, voilà, ça, c'est l'impact tangible, concret sur les territoires. Je pense que le plus gros impact qu'on a eu, c'est de transmettre des valeurs, de faire du renforcement de capacity building, comme disent les anglo-saxons, voilà, pour que les gens s'emparent eux-mêmes des sujets et fassent eux-mêmes les choses. Et voilà, c'est de faire du lobbying, de la formation, de l'appui. Et cet impact, il se mesure pas tout de suite, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, ça a eu un impact positif. Voilà. Mais small break. Yeah, no, thank you. And you know, the conversation about impact and measuring impact is obviously a big topic that we could talk about, but I think maybe we will revisit that another time. One of the things, the reason why I wanted to ask you that question is also to paint a picture that there is a difference, there's a little bit of difference between the French approach and the Anglo-Saxon approach. And that's also another subject that maybe we could talk about another time. But today, what I wanted to get into was to try to get an overview from your experience about the sector globally. And so maybe we could start with, could you give us some idea about the key challenges for the sector at this moment? And how do you imagine that they are? Because there's lots of different ideas about those challenges. How do you see it? C'est une longue liste. Je commencerai au niveau international. Et au niveau international, il y a plein de challenges qui ont été relevés en fixant des objectifs internationaux de conservation.
Ouais. L'objectif 30-30, c'est de dire en 2030, il faut protéger 30%. Et il y a eu de longues discussions, beaucoup de négociations. Or, aujourd'hui, c'est absolument impossible. Il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Et on le sait. Mhm. Les Mhm. professionnels de la conservation savent que c'est... Voilà. Donc, il y a un objectif extrêmement ambitieux et qu'il faudrait tenir, mais aujourd'hui, on n'en est pas capable. On n'en est pas capable parce que il n'y a pas assez de gens formés, il n'y a pas assez de financement, Mhm. mais c'est pas le principal challenge. Il y a surtout aujourd'hui trop de freins à ça. Et Mhm. notamment, il y a un vrai manque de volonté ou de courage politique à l'échelle nationale, locale. C'est très compliqué de dire on va protéger tel territoire, ça va coûter de l'argent et sur ce territoire, on ne va pas construire, on ne va pas détruire la nature, on va avoir un respect de cette nature et trouver un équilibre pour avoir une bonne cohabitation entre l'homme et la nature pour que ce soit durable. Et c'est ça aujourd'hui les challenges principaux, c'est d'avoir des acteurs locaux qui ont des capacités de décision et qui sont en capacité de comprendre les enjeux et qui soient en capacité de dire stop, on arrête de faire tout ce qui est illégal. Juste déjà faire respecter les réglementations, la loi, etc., c'est un défi colossal. Donc c'est pour moi les challenges principaux. Euh, après, ce qui est déjà acquis, c'est les gens sont déjà informés, pas tous formés techniquement, mais déjà ils sont informés. Il y a une meilleure appréhension du sujet. Et il y a des acteurs au niveau international, comme des grandes ONG ou des ONG nationales, qui font des choses. Mais surtout, il y a l'émergence aujourd'hui d'acteurs très locaux, de petites ONG ou d'acteurs indépendants qui veulent faire changer au niveau local. Et c'est ça qui Mhm. va faire le vrai changement. Voilà. Cette pression nécessaire sur les décideurs politiques et sur les décideurs locaux, c'est ça qui va faire changer les choses. Okay. So I think that could again be another subject for a whole discussion. You mentioned that funding is not the main problem. From the exterior, a lot of people would look at funding and the flow of funding and the distribution of funding as being one of the main problems. When you talk to the public, there's often a lack of trust around funding. And so, if we could maybe explore some of the challenges around funding a little bit, that would be interesting. So, how do you see the different perspectives and the different challenges on funding? Alors, je disais que le financement n'est pas un problème parce que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'argent potentiellement disponible pour faire des choses. Mm-hmm. Je pense qu'il y a de l'argent et quand on veut chercher de l'argent, on peut en trouver. Le problème, c'est la distribution de cet argent et l'usage de cet argent. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand nous, on écrit un projet, le plus difficile de financement à trouver, c'est pour financer du fonctionnement. Une ONG, des acteurs locaux, ils ont besoin de payer des salaires, de payer de l'essence, de payer du petit matériel pour réaliser leur mission. Et en fait, les bailleurs de fonds, publics ou privés, préfèrent financer quelque chose de très visible, de très qu'on peut inaugurer. Voilà. Ça c'est bien. On peut acheter un bateau, on peut acheter un, un local, faire une exposition. Voilà. Ça c'est possible. Mais financer l'essence de ce bateau, financer l'assurance de ce bateau, financer le salaire du garde et notamment financer du personnel, c'est ça qui est le problème. Et donc aujourd'hui, il y a de l'argent, mais on n'arrive pas à l'orienter vers les vrais enjeux qui sont effectivement de financer le personnel pour avoir plus de monde sur le terrain. Et ensuite, deuxième problème, c'est qu'on puisse aussi financer les gens à leur juste valeur. Aujourd'hui, je dis souvent que nous, dans le monde de la conservation de la biodiversité, nous sommes plutôt des clochards.
On a pris l'habitude de travailler avec très très peu d'argent, donc des tout petits salaires, et donc c'est pas très attractif. Je pense qu'aujourd'hui, le service rendu par la protection de la nature est colossal, que c'est encore plus un challenge pour l'avenir, et que justement, il faut qu'il y ait plus d'argent orienté vers plus de monde mieux payé. Et ça me paraît indispensable. C'est pas une approche syndicaliste, c'est une approche de manière à donner de la valeur à l'action réelle qui est faite. Aujourd'hui, ce sont des passionnés, ce sont des militants, ce sont des gens qui peuvent faire ça, qui travaillent 70 heures par semaine, c'est des gens qui font ça quasiment gratuitement. Non, il faut que ça soit un vrai métier reconnu, officiel, comme n'importe quel autre métier. Voilà. Donc voilà, un des challenges des financements. Deuxième challenge des financements, c'est que les mécènes aiment aussi beaucoup. Je dis ça avec attention parce que c'est caricatural ce que je veux dire. Mais globalement, of course. C'est plus facile de financer quelque chose de facile à inaugurer et de facile à compter. Moi, j'ai un mécène qui était venu me voir parce qu'il finançait des plantations d'arbres en Indonésie et qui voulait faire quelque chose en Méditerranée. Et je lui ai proposé de soutenir des ONG qui faisaient des actions formidables, de faire des choses très concrètes sur le terrain pour gérer le public, pour avoir une meilleure co-gestion avec les pêcheurs, etc. Mais pour lui, ça fait pas des belles images et puis surtout, c'est pas des chiffres. Lui, il voulait dire j'ai protégé ou j'ai planté 10 000 arbres ou j'ai planté 3 hectares de posidonie, etc. Et ça marchait pas. Donc là aussi, il va falloir, en termes d'éducation, que les gens comprennent que s'ils veulent faire de la philanthropie, c'est aussi de soutenir des choses plus profondes. Et le plus profond, c'est de la formation des acteurs de terrain, c'est le financement de ces acteurs de terrain. Et ça aura une efficacité sur peut-être un peu plus longtemps, mais ça sera beaucoup plus durable que de financer 10 000 arbres pour planter quelque part. Voilà. Donc ça aussi, il y a un autre challenge de financement privé. Et la durabilité de ces financements privés. Yes, you can. Thank you. Yeah, so we started to talk about impact funding. In the Anglo-Saxon sector, there's a real push to try to fund impact funding, impact investing. And what I hear you say is that it's good, but maybe it's a little bit shallow, less deep. And without judging that, you're making an argument that there should be some more in funding of things that are less measurable, but are a bit deeper and have more maybe long-lasting impact. But how do you resolve the problem of giving people the confidence that the funding is being used effectively? C'est un vrai problème. Et effectivement, il y a plusieurs philosophies. J'ai pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, dans tous les projets qu'on écrit, on nous demande de mettre des indicateurs, d'expliquer exactement combien d'arbres, combien de casquettes pour les gardes, combien de litres d'essence, combien de kilomètres de sentiers on va faire. Et puis on écrit ça tout le temps, mais dans les projets latins, je ne veux pas dire que français, mais voilà, latins, on respecte pas forcément ces indicateurs. Voilà. Dans les autres projets non plus, y compris anglo-saxons. Mais on les juge à la fin, ces projets, sur combien vous avez fait de leaflets, combien vous avez fait de kilomètres de sentiers. Cool. Mais si à la fin du projet, ces leaflets, ils sont dans un bureau, mais si ces sentiers, ils sont pas au bon endroit, ou le lendemain de la fin du projet, ils sont pas entretenus, c'est de l'argent qui a eu de l'impact à la fin du projet, mais qui après disparaissent. Ça ne sert à rien. À l'inverse, l'approche plutôt latine, c'est une approche plutôt sur la méthodologie, sur la formation, c'est plus philosophique, conceptuel, on accompagne, on coach, et puis pour que les choses se mettent en place plus durablement. Mais ça a ses limites aussi, c'est-à-dire qu'à la fin du projet, si les gens qu'on a formés, qu'on a accompagnés, ou la méthode qu'on a mis en place, il n'y a plus les financements pour les faire vivre, le projet s'arrête et c'est pas plus efficace. Donc je pense que
il faut un bon équilibre entre les deux, parce qu'il faut aussi prouver aux bailleurs de fonds qu'on a fait des choses concrètes, qu'on a fait X comptage d'oiseaux, X bouées pour protéger une aire marine protégée. Ça, c'est important, parce que c'est tangible, mais ça ne veut pas dire que ça sera durable sur le long terme. Et à l'inverse, l'approche plutôt latine, c'est de travailler sur les root causes, plus profondes, plus voilà. Et l'impact à la fin du projet, il est invisible. Parce qu'au bout de 5 ans de projet, quelqu'un qui est mieux formé ou quelqu'un qui est mieux informé ou des élus qui ont compris un peu des choses, ça, on peut pas le mesurer. Ça, il faut le mesurer au bout de 10-15 ans. Et j'en ai pris conscience parce que moi, ça fait 30 ans que je travaille sur certains territoires où effectivement, en mettant des indicateurs d'impact très concrets, très tangibles, avec de l'impact physique. On a planté X piquets, on a interdit l'accès à X choses. Enfin, ça, c'est de l'impact très, très physique. Ça, c'est important parce qu'il faut prouver qu'on fait des choses. C'est pas juste de la philosophie et de la discussion, mais aussi cette discussion et cette philosophie et cet accompagnement de coaching humain, c'est indispensable et on voit l'efficacité sur le long terme. Et notamment, je parlais de la Tunisie, c'est un pays où cet impact, on le voit fortement parce que ça fait longtemps qu'on dit les mêmes choses et que ces valeurs aujourd'hui sont partagées et portées plus longuement. Et c'est ça qui est, là aussi, ça a un impact. Mais il est peut-être plus difficile à mesurer. Moi, je connais pas de très bonnes méthodes pour mesurer à la fin d'un projet cet impact-là. On peut le mesurer au bout de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Okay, thank you. So I want to come back to, actually, I'll go there now. You said, you talked about the need to finance operations, the operational costs, and also to finance better the people who are working in the sector, so that they're themselves are better paid, and also it attracts people that are there to make a living, not just Yeah. not just to Yeah. survive, right? Um, But not only. For me, the goal is also to prove that it worth it. Quand quelque chose est gratuit, ça n'a pas de valeur. Là, je veux montrer que ça a une valeur importante. Je prends l'exemple d'un projet qu'on a fait dans un pays où on a protégé des zones humides. Et ces zones humides, c'est en général dans ce pays là où on va emmener les déchets, où on abandonne une vieille voiture. Voilà, c'était sale. L'acteur local, notre partenaire local, la première action qu'il a faite, c'est de nettoyer. Très bien, on était d'accord, on a financé ça. Deuxième action, c'est il voulait mettre une barrière tout autour. Et moi, j'ai dit non, il faut pas mettre de barrière, ça interdit l'accès, c'est pas bien, il faut que les gens comprennent que c'est encore à eux, que ça a une valeur. Et on a fini par se mettre d'accord pour avoir une barrière ouverte, en bois, où les troupeaux pouvaient rentrer, mais on pouvait plus rentrer en voiture, etc. On s'est mis d'accord là-dessus. Et en fait, l'impact, ça a été que les gens se sont dit, s'ils sont prêts à mettre 2 kilomètres de barrière, c'est que ça doit avoir de la valeur. S'ils ne sont pas fous, ces Occidentaux, ils ont financé 2 kilomètres de barrière, c'est donc que ça a de la valeur. Donc, prouver que quelque chose a de la valeur, on les respecte plus. Et donc, c'est pareil pour moi, pour les salaires. J'ai pas de problème de salaire, tout va très bien. Mais je pense que mettre des salaires pour les gardes, les gestionnaires, les acteurs locaux qui font de la conservation de la nature au même niveau que les autres, ça veut dire qu'ils ont une vraie valeur, qu'il faut respecter leur travail et que le travail qui est fait, il doit être respecté sur la durée. Yeah, I mean, I understand your argument, but this is the same argument we've been having with education for a long time, Yeah. right? And pour les hôpitaux, pour plein, voilà. Exactly. So I agree, but I don't know if it's a very realistic objective or a very realistic thing to come. What do you think? J'ai par habitude de dire que je suis un pessimiste actif. Je pense qu'il y a peu de chance, mais qu'il faut quand même essayer. Même s'il y a très peu de chance, il faut essayer parce qu'en fait, c'est pas, je suis pas le syndicat des gestionnaires d'espaces naturels. Je suis pas là pour que les gens soient mieux payés. Je suis là pour qu'ils soient mieux considérés.
Donc, si c'est pas que une histoire de salaire, il faut qu'on arrive à prouver à ce que tout le monde comprenne que ce travail de garde passe la journée sur un site, c'est pas quelqu'un qui se promène. C'est quelqu'un qui compte les oiseaux, c'est quelqu'un qui renseigne le public, c'est quelqu'un qui va refaire des marches d'escalier, c'est quelqu'un qui est présent pour éviter qu'il y ait des actions illégales, de chasse illégale ou de dépôt de déchets. C'est pas quelqu'un qui se promène. Voilà. Je veux qu'il y ait une reconnaissance de tous ces acteurs qui font des choses. Et parce que souvent, c'est quelqu'un qui est dans la nature qui se promène. Non, c'est une valeur énorme pour la communauté, pour l'ensemble de la communauté humaine. Okay. So maybe changing subject a little bit. Yep. Again, from the exterior, it seems that there's been lots and lots of money that's been put into investing in things like ESGs, the SDGs. So, what is the impact of all of this money that's gone into these things, and why does it seem like it's not solving the problems? Il y a de l'argent, mais Ouais. qui se perd en route avant d'arriver vers la vraie destination qui est l'action concrète de conservation de la biodiversité quelque part. Quand il y a trop d'intermédiaires, on perd de l'efficacité. Et je pense que quand c'est des très grosses sommes, c'est encore plus difficile d'être efficace sur le terrain. Parce qu'en fait, on a un problème. La conservation de la nature, c'est plein de petites choses. C'est pas un gros marché où on va dire on va électrifier, on va faire une centrale nucléaire, on va faire 12 hectares de panneaux photovoltaïques. Non, il va falloir acheter des jumelles, il va falloir aller compter ça, il va falloir regarder si les gens utilisent un sentier, il va falloir discuter avec les pêcheurs. C'est plein de petites actions, c'est changer peut-être les filets de pêche des pêcheurs. Enfin, voilà, c'est plein de petites actions. Et c'est donc des petites sommes. Et donc, c'est très difficile de dépenser des grosses sommes. Donc, en fait, ce qu'on fait, parce qu'il faut faire plaisir aux bailleurs qui ont besoin, eux, ils sont évalués sur la capacité à dépenser de l'argent. Donc, ce qu'on fait, on va faire des études. Parce que faire des études, on prend des gros bureaux d'études internationaux avec des experts, très bien, qui vont venir, qui vont réfléchir, qui vont faire des choses, et qui vont faire des stratégies nationales, qui vont faire des études pour réfléchir à l'avenir d'un territoire, qui vont évaluer financièrement combien rapporte ou coûte la biodiversité. Voilà. Donc ça, c'est de l'argent facile à dépenser, on peut faire des grosses sommes en études, etc. Donc ça on sait faire. En plus, le deuxième problème qu'on a sur un espace naturel ou pour la conservation de la nature, c'est que pour faire quelque chose, il faut des autorisations. Et ces autorisations sont d'une complexité terrible. Quand on veut faire quelque chose sur le domaine public maritime pour lutter contre l'érosion, il faut travailler avec le ministère de l'Environnement pour une étude d'impact, il faut travailler avec le ministère de l'Équipement pour avoir les autorisations, il faut travailler avec les travaux publics. Et donc, le temps d'obtenir les autorisations, le projet est fini et on n'a rien mis en place. Donc ça, c'est vraiment une complexité. Donc, quand on veut dépenser des grosses sommes, on n'y arrive pas parce que justement, l'environnement, c'est plein de petites sommes. Et quand c'est des grosses sommes, c'est beaucoup de tracasseries administratives et beaucoup de longueur. Je dis pas qu'il faut pas de contrôle. Je dis que c'est une réalité. Il faudrait trouver une solution pour ça. Peut-être imaginer des projets avec plusieurs étapes, une phase d'étude, une phase d'autorisation et une phase de financement. Mais là, ça prend peut-être parfois 7, 8, 10 ans. Et donc, il faut réfléchir sur des projets à plus long terme si on veut bien dépenser de l'argent. Donc voilà, ça, c'est les limites de notre système de naturalistes, d'écologistes, de gens du terrain. Et en face, il y a des contraintes de bailleurs qui veulent dépenser des grosses sommes. Mais donc voilà, il y a des grosses sommes, mais aujourd'hui, je les vois pas ou très peu arriver sur le terrain pour faire des choses concrètes. The Light Side of Green is sponsored by Tamana.com. Imagine a world where local communities independently manage their own conservation and sustainability. Imagine a system where anyone who cared for a community, local people, local businesses, or even visitors, could pool resources and fund activities that helped that community.
Taumana is a platform for local communities to launch and promote their own independent community funds. People and businesses who care about the community can join by pledging a small monthly subscription. With each new member, the fund size increases, attracting those active within the community. Any person or organization can then produce an environmental or social action and post a video of that action into the community fund. The members reward the sustainability actions that they like with financial support from the community fund. The more members in a community fund, the larger the fund becomes, which attracts more producers, who then submit more actions, which then engages more members. This launches a flywheel of change that produces a stream of member-supported actions that, over time, tell the unique story of each community's evolution towards sustainability. Taumana enables communities to independently create their own story of change. Join us now to become a part of that story at taumana.com. J'ai même en mémoire un projet qu'on avait monté, puisque on sait que c'est compliqué de dépenser de l'argent. Et effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de bailleurs qui arrivent avec 5 millions, 10 millions, 15 millions, et qui savent pas, eux, les dépenser pour acheter une paire de jumelles, un véhicule, une étude sur la posidonie à tel endroit, etc. Donc, il faut des opérateurs intermédiaires. Mais il n'en faut pas 12. Il en faut un ou deux gros. Donc, on avait développé en Méditerranée un consortium méditerranéen pour la biodiversité. Et au début, je suis allé chercher des financements pour ce consortium avec les plus grosses ONG opérationnelles, des gens qui font des choses sur le terrain. Et donc, c'est des gens qui ont de l'expérience, des compétences, des réseaux, enfin voilà, qui ont un bon background. Et quand j'ai commencé à avoir des financements, certains m'ont dit, mais ça va être trop d'argent, on ne pourra pas les dépenser. Il nous faut moins. Et c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est pas que un problème d'argent. C'est un problème d'offre et de demande. Il y a beaucoup de paramètres à mettre en face. Yeah, I remember when I first started working in this sector, I learned that one of the challenges is the funders finding it difficult to spend all of their money. I never realized that was a problem. One of the things that you touched on that I wanted to expand on was you talked about when there's the bigger sums of money, it's harder to spend, and increasingly we're seeing it's easier to spend many times smaller amounts. Is that something that's changing and has been changing over time? Ça a évolué et ça continue à évoluer. Il y a quelques opérateurs qui font encore des grosses sommes, etc., parce que c'est plus simple et puis qu'on n'a pas trop le choix. Sure. Mais il y a de plus en plus d'opérateurs intermédiaires qui font des appels à petits projets. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Et c'est là où on a une distorsion. Et c'est une distorsion qu'on voit sur plein de sujets. Tout à l'heure, je parlais de l'objectif 30-30, protéger 30% de la planète en air marine et air terrestre en 2030. Ça va obliger parfois les États, pour remplir leurs obligations, à faire des énormes zones en mer, des limites, des paper parks. Voilà. Et c'est pareil pour les projets. Voilà, on va faire des gros projets avec des gros financements, paf, on les donne, et puis après, l'argent, elle est un peu pas très efficace parce qu'il faut la dépenser. On ne sait pas, voilà, par rapport aux contraintes que j'évoquais de terrain, c'est parfois trop compliqué. Donc, on peut gâcher de l'argent. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui, le retour d'expérience que j'ai, c'est qu'il faut absolument privilégier des petits projets avec des très bons opérateurs qui sont des intermédiaires entre les ONG locales, les acteurs de terrain concrets, les gestionnaires d'espaces naturels et les gros bailleurs. Et ces gens-là peuvent avoir des gros financements et les dispatcher en plein de petits projets pour faire plein de petites choses très concrètes, très opérationnelles.
Et nous, ce qu'on a développé aussi ces dernières années, c'est des micro-projets de quelques milliers d'euros, entre 3, 4, 5 000 euros. Et on se rend compte que des ONG locales dans plein de pays, y compris en Europe, peuvent faire des choses formidables avec des toutes petites sommes. Donc je dis pas qu'il faut avoir que des petites sommes, mais des sommes intermédiaires de 50 à 100 000 euros sur des projets de 4-5 ans peuvent aussi être changer radicalement des territoires, permettre à des ONG ou des acteurs de la conservation de développer leur savoir-faire, de pouvoir devenir crédibles, de pouvoir prouver qu'ils savent faire des choses, faire des erreurs, parce qu'en faisant des erreurs, on s'améliore. Et donc, je pense que avoir ces bons opérateurs qui sont des intermédiaires entre des grosses sommes et des petits acteurs de terrain, pour moi, c'est une des solutions qu'il faut aussi développer. So there's one thing you said just there that I think is very interesting, which I hope is so. that they need to be only one thing Yeah, normal. that they need to be able to make mistakes, make errors. Why is that important? En fait, depuis le début de ma carrière, mon métier, c'est de donner des conseils à des gens et parfois d'espérer qu'ils les suivent pas, mais qu'ils fassent des choses. J'ai toujours dit, notre métier, c'est souvent un métier d'intelligence rurale, qui peut être extrêmement simple. C'est protéger la nature, c'est beaucoup d'instinct, c'est quand même simple. C'est éviter qu'on détruise, éviter qu'on prélève trop et s'assurer à ce que la cohabitation entre les hommes et la nature fonctionne bien. C'est assez instinctif. Donc, on fait rarement des très grosses erreurs, sauf à détruire un territoire, on fait rarement des fausses erreurs. Donc, je dis toujours aux gens, je donne plein de conseils sur ce qu'ils ont fait, enfin, sur ce que nous, on a fait. Je fais beaucoup de retours d'expérience sur ce que nous a fait, nous, en France. Et j'insiste beaucoup sur toutes les erreurs qu'on a faites, parce que on en a fait plein et c'est très intéressant. Mais les gens les écoutent pas toujours. Et ils font leurs propres erreurs. Et c'est là où ils apprennent le plus. Parce que s'il y a pas, enfin voilà, si le risque est réduit, le fait d'avoir fait une erreur dans une mauvaise gouvernance avec un élu ou un gouverneur et qui se prenne une claque, le cuir est un peu plus épais et la prochaine fois ils feront un peu plus attention, ils seront plus respectés parce qu'ils vont changer de discours. Donc il faut que les choses évoluent aussi comme ça. Je dis pas qu'il faut faire que des erreurs, mais il faut se donner le droit à l'erreur pour être meilleur. Yeah, it aligns with capacity building from my perspective. Totally. If you're giving them if you're always giving people the answers, they never really grow in their own capacity. Moi, je dis toujours qu'on peut expliquer aux gens qu'il faut faire attention avec des allumettes, mais tant qu'ils se sont pas brûlés, ils feront pas complètement attention. Exactly. So, looking forward, you've had a long career. What do you think about when you're looking forward? Are you optimistic or are you completely pessimistic? And what kind of things are you trying to do to save the world before you yourself take your own retirement before next I die? year? Yeah. Next years, in 15 years. Nobody. Alors, je l'ai dit précédemment, je me définis comme un pessimiste actif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres qui sont au vert. Il y en a certains. La prise de conscience des politiques, les obligations qu'ils donnent maintenant aux acteurs de terrain de faire des choses. Donc ça, c'est plutôt au vert. Mais aujourd'hui, les impacts que je vois, moi, sur mon secteur de la conservation de la nature côtière, c'est compliqué parce que il y a tous les changements globaux. Destruction des habitats, c'est-à-dire on est de plus en plus nombreux, de plus en plus de gens habitent sur les côtes et construisent des maisons, etc., parce qu'ils en ont besoin, et beaucoup construisent de manière illégale sur la planète, construisent à des mauvais endroits, y compris des endroits qui vont disparaître à cause de l'érosion. Donc ça, cette destruction des habitats, pour moi, c'est la première problématique. Et ça, c'est très difficile à endiguer. Donc c'est pour ça que je suis pas très optimiste, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même expliquer aux gens qu'on peut faire mieux, qu'on peut accueillir plus de monde sur les littoraux, parce qu'on est de plus en plus nombreux,
mais de manière plus intelligente. On peut reconstruire les villes sur les villes, on peut éviter qu'il y ait des constructions illégales, parce que une construction illégale éloignée de la ville, il va falloir faire un réseau électrique, il va falloir faire un réseau pour les égouts, et que ça coûtera cher pour la collectivité locale. Si on fait tout sur une ville ramassée, eh ben on peut gérer plus de problèmes, pour moins de circulation, moins de temps passé dans les transports, etc. Donc voilà, on peut expliquer des choses. La destruction des habitats par l'urbanisation, pour moi, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la destruction par l'agriculture, parce qu'on a besoin aussi de produire. Mais on peut faire de l'agriculture plus durable, moins impactante en termes de biodiversité. Donc, il y a aussi des solutions. Il faut que les gens le comprennent. Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'un des enjeux, ça va être que les acteurs de la conservation de la nature et les acteurs de l'agriculture deviennent plus alliés dans la préservation des espaces non construits. Parce que je préfère avoir de l'agriculture un peu diversifiée qui crée du paysage, qui peut créer, plus il y a des haies, plus il y a des murets, etc., plus on peut avoir de la biodiversité. Une fois qu'on a des immeubles, on n'a plus de biodiversité. Donc aujourd'hui, voilà, pour moi, quand je regarde devant, pour moi, le challenge, il est avant tout sur ça. Il y a aussi évidemment le changement climatique, mais moi je veux pas le mettre en premier. Tout le monde en parle, donc ça, oui, c'est important, c'est évident. Et puis ça a un impact sur la biodiversité. Mais pour moi, c'est un des grands drivers de la biodiversité, pas l'unique. Ça va avoir un gros impact sur l'espèce humaine, sur la manière dont on vit, etc. Mais aujourd'hui, sur les enjeux biodiversité, la destruction des habitats, c'est ce qu'il y a de plus fort. Le deuxième, c'est la surexploitation des ressources, et notamment en mer, la surpêche, la malpêche, parce qu'il y a de la bonne pêche, on sait faire des choses, on peut faire du durable, et tous les endroits de la planète ne sont pas surpêchés, il y en a beaucoup, voilà, c'est grave, mais il y a des endroits où on peut faire de la petite pêche, et voilà. Moi, j'aime bien, vous l'aurez compris, les petites choses, les petits financements, les petites aires protégées, les petites approches, la proximité, voilà, plutôt que les grandes choses. Donc voilà, pour moi, les challenges que je vois à l'avenir, c'est ça. Je suis pessimiste, mais à chaque sujet, vous l'avez vu, on sait qu'il y a des solutions, qu'il y a des options. Donc il va falloir que les gens entendent ces options et soient en capacité de dire « Ok, on évolue ». Et c'est possible, il y a des élus qui évoluent, qui comprennent et qui sont là pour le bien des communautés locales sur le long terme. Donc il y a beaucoup de très bons élus, il y a beaucoup de très bons gouverneurs, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Voilà. Yeah. I read a good article by a person who set up an investment firm to invest in enterprises that are building solutions to increase the biodiversity in the world. And his argument was that the problem with climate change is we won't see the impacts of our work in our lifetime. It's too big, too long term a thing. However, with biodiversity, we can make real changes, real impact, real difference in our lifetime, and at the same time, anything that increases biodiversity will inevitably help with climate change as well. And I thought that was quite a good argument, because we need to do things that we can see. You know, we need to feel like we're making a difference. Otherwise, it's going to be very difficult. Oui, je suis 100% d'accord. Tout ce qui est changement climatique, ça va prendre des décennies pour diminuer l'impact. Et puis voilà. Donc, toi, qui es très âgé, ou moi, qui a à peu près le même âge, on verra pas tout ça. Par contre, la biodiversité, on peut voir des choses. Ce qui est incroyable, c'est la capacité de résilience d'un milieu s'il n'est pas complètement détruit, s'il est bien géré. La capacité de résilience et de reconstitution naturelle de la biodiversité, notamment en mer. En mer, vous faites une aire protégée, réellement protégée, surveillée, avec du monde, etc. En 4-5 ans, vous voyez déjà l'impact. Plus de poissons, plus gros, etc. Ça va très très vite, et encore plus dans les milieux tropicaux. Nous, on a une expérience extraordinaire avec nos amis marocains sur une île à Essaouira, où on les accompagne dans le suivi et la mise en place de la protection
du Nil, à Essaouira, qui est une île merveilleuse, toute petite, sur lequel, dans les années 1980, il y avait 50 couples de faucons d'éléonore. C'est une espèce rare, intéressante, à protéger. Et un jour, nos amis et partenaires des eaux et forêts, ils ont décidé de protéger cet espace et de le rendre inaccessible. Il n'y avait pas d'habitants, c'était voilà. Et on a travaillé avec eux pour essayer de gérer quand même que cet espace puisse être visitable de l'extérieur. Que voilà, on a beaucoup travaillé sur le plan de gestion, on a fait plein de choses. Aujourd'hui, il y a 1500 couples. Donc en 30-40 ans, on a vu une évolution et là on est à saturation. Il y a plus de place. Donc on peut avoir des magnifiques résultats si effectivement on se donne les moyens durablement de protéger avec du personnel, du fonctionnement, etc. Et ça marche. Et en quelques temps, on le voit. Alors, on le voit pas en 5 ans. C'est très rare. L'impact réel profond, on le voit pas en 5 ans, mais en 10 ans, on le voit. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, je plaide pour avoir des projets qui soient un peu plus longs, mais avec des phases de vérification, d'avancée, etc. Donc ça me paraît important. Et évidemment, la biodiversité, on voit des impacts très rapides. Par contre, il faut travailler sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai aussi connaissance d'aires marines protégées dans certains pays qui ont été protégées très très bien, magnifiquement, avec des gardes très actifs. Voilà. Et le jour où les gardes n'ont pas été là parce qu'ils n'ont pas été payés pendant plusieurs mois ou parce qu'il y a eu une déstabilisation politique, les pêcheurs sont arrivés et ils ont vidé la banque en quelques jours. Et il faut tout recommencer. Donc il faut 5 ou 10 ans pour construire une conservation, il faut quelques heures ou quelques jours pour la détruire. Donc c'est ça aussi, c'est le travail, il doit être profond pour que tout le monde comprenne bien. Yeah, I think that idea, the durability of our impact is another subject, even more complicated than just measuring impact, is measuring the durability of the impact. But anyway, maybe that's a subject for another discussion. Big list. Yes, exactly. But so I'm conscious of the time, so I wanted to give you just a final question. You know, looking back at where you've come from, what you've learned, the things that have changed, what advice would you give to young Fabrice Bernard, or a young person who wanted to begin this journey in conservation? What advice would you give these people? Alors, moi, je donnerais aucun conseil au jeune Fabrice Bernard parce que je veux qu'il se trompe et je veux qu'il fasse des erreurs pour se construire. Mais à un jeune aujourd'hui, je lui dirais d'être persévérant, d'être têtu, de ne rien lâcher. Parce qu'il va y avoir plein d'échecs sur du court terme et que si on se décourage au bout d'un ou deux refus ou un ou deux échecs sur un territoire, eh ben, c'est pas suffisant. Et ces échecs, ça va justement le construire et il va permettre de développer son argumentaire vis-à-vis des acteurs qui ont, eux, la capacité de faire sur le terrain. Deuxième conseil que je dirais à tout le monde, eh ben, présentez-vous aux élections, pour détourner un avion, il faut être dans l'avion. Donc il faut aussi prendre le pouvoir et arrêter de dire que les gens sont nuls, ils ne représentent pas, ils savent pas faire. Allez-y et faites bouger les choses. Donc voilà, soyez têtus, n'hésitez pas à vous impliquer dans les choses publiques, soyez membre d'un conseil municipal, soyez membre d'acteurs du territoire pour faire bouger les choses. Ça sert à rien de dire c'est la fin, on va jamais y arriver. Non, voilà. Soyez têtus, persévérants, ne lâchez rien. Yeah, I think that's really good advice. You know, I think a lot of young people, when they look at, of course, two interesting in 1 hour. Yeah, not so bad. Yeah, well, okay, great. A good day for me. Yeah. Sorry. Yeah, I was going to say, I think that when young people look at the problems and they look at this sector, it's very big and it's very complicated, and they are very easily dissuaded or become it looks too difficult of a problem. And I think you're right that people need to
just be active, even if it's local, right? Just start being active and follow where that takes you, and Pour, because pour, there's a lot of pour grimper une montagne, c'est pas à pas. On n'arrive pas tout de suite au exactly. sommet. Et j'ai le souvenir d'un ami avec lequel on avait fait l'ascension d'un sommet le 31 décembre et qui, au milieu, à 4 heures du matin, quand on s'est levé, était à deux doigts de faire demi-tour. À 5 heures du matin, voulait revenir. Et puis, quand on est arrivé au sommet à 7h30, il était très content et très fier d'avoir réussi. Mais voilà, il faut pas faire demi-tour. Il faut continuer à être têtu, à rien lâcher. Et quand on est au sommet, on est content. Voilà, il faut des étapes comme ça. Il faut No, that's venir en true. arrière. And there's two lessons in that story as well, because I remember in that story that the other person said that the walk would only take 3 hours, and 5 hours later we were still at the beginning. So you have to be realistic about the Yeah, path as well. you know this story. I know this story too. Yeah. Yeah. Okay, Fabrice, thanks so much for your time. It was really interesting to learn about the things that you see in this sector with your really vast experience, because you're Yes. so old. Sometimes it's good to be old. Exactly. And I hope we can maybe pull some of these threads and have another conversation soon. I hope so. Yeah, it was very interesting. Lots of pleasure. Thanks, Fabrice. Talk to you again. Merci. Bye bye. Ciao.